Alors, bonjour à tous, bienvenue à la table ronde pour les renseignements personnels en copropriété. Je m'appelle Pierre-Alexis Bombardier, avocat chez Le Grand Prix Jolicoeur. Je suis avec ma consoeur, Maître Francesca Lasorsa, et mon confrère, Maître Clément Luca. On est là aujourd'hui pour vous entretenir sur la question des renseignements personnels en copropriété. C'est un format table ronde, donc évidemment, on va se poser des questions l'un et l'autre, et par la suite, si je comprends bien, on va également prendre les vôtres. Donc, nous faire plaisir de vous parler et de répondre à vos questions. Donc, avant qu'on débute avec les différentes questions qu'on se pose, je pense que c'est important de se remettre en perspective et de comprendre un peu le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Évidemment, les renseignements personnels, on expliquera un peu plus c'est quoi en détail en copropriété, mais c'est un cadre législatif au Québec qui est assez large. Donc, on vient couvrir plusieurs situations. Autant pénétrer chez quelqu'un, c'est une violation du droit à la vie privée. Autant capter l'image ou le son d'une personne, c'est également une violation du droit à la vie privée. Donc, toutes ces catégories-là sont protégées par, de un, et c'est la première catégorie, la Charte des droits québécois. Donc, évidemment, le droit au respect de la vie privée est protégé par la Charte. Non seulement la Charte, mais également le Code civil du Québec qui protège le droit au respect de la vie privée. Principe de base qui est personne ne peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée de quelqu'un sans évidemment que la personne en question y consente ou sans que la loi l'autorise. Donc, c'est un peu le principe général dans lequel on se situe, puis dans lequel, évidemment, il faut comprendre que les différentes lois en copropriété, plus spécifiques, celles dont on va discuter aujourd'hui, la loi sur le privé, entre autres, vont s'inscrire. C'est important également de comprendre que le principe de base, et ça s'applique pour tous les secteurs concernant la vie privée, lorsqu'un particulier ou une entreprise constitue un dossier sur une personne, elle doit nécessairement avoir un intérêt sérieux et légitime pour le faire. Et quelqu'un qui se voit, évidemment, on prend ces informations, a le droit de poser la question à la personne qui a les informations. S'il vous plaît, j'aimerais savoir l'accès et j'aimerais pouvoir consulter le dossier, rectifier le dossier au besoin. Et ça, c'est un principe général. La personne qui détient l'information a l'obligation de donner l'information. Vous voyez un peu où je m'en vais avec ça. Évidemment, ce sont des principes qui s'appliquent aux syndicats de copropriété. Allons-y plus en détail avec ce qui nous concerne aujourd'hui. La raison pour laquelle on vous en parle, on faisait avec Maître Luca, il y a de ça quelques mois déjà, le 14 septembre dernier, donc en 2022, une première présentation suivant les modifications de la loi. Et je vais vous donner le nom complet de cette loi-là. Donc, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, modification en 2021, modification en palier. Donc, ce qu'on est venu prévoir, c'est en trois étapes, en fait, 4 étapes, 2021, 2022, 2023, 2024, des changements législatifs. Ces changements législatifs-là ont comme objectif de venir encadrer la façon dont les entreprises détiennent les renseignements personnels des particuliers. Donc, évidemment, lorsqu'on parle entreprises privées, on peut penser autant des grosses entreprises multinationales que nos syndicats copropriété, pour lesquels on est ici aujourd'hui. Je pense qu'il est important également qu'on discute de ce qu'est un renseignement personnel, évidemment, parce que c'est l'objet même de notre présentation aujourd'hui. Ce que c'est un renseignement personnel, ce n'est pas la clé d'un copropriétaire, mais c'est bien tout ce qui concerne la personne et permet directement ou indirectement de l'identifier. Je vais vous donner pour constituer quelques exemples de ce que constitue en copropriété un renseignement personnel. Et parce que si on prévoit des lois pour protéger ces renseignements-là, il faut qu'on comprenne c'est quoi les renseignements en question. Donc, par exemple, le statut matrimonial d'une personne est un renseignement personnel. Le numéro d'identification, désignation des parties communes à usage restreint des copropriétaires et occupants, c'est également un renseignement personnel. Coordonnées du compte bancaire d'un copropriétaire, c'est un renseignement personnel. Donc, vous comprenez que ça se situe vraiment dans ce qui est une information qui permet d'identifier un copropriétaire ou un occupant. Information qui est détenue par le syndicat de copropriété. Je pense que lorsqu'on parle de cette loi-là, c'est important de débuter avec, évidemment, la question, et je vais débuter avec ça pour ce qui est de la loi sur le privé, la question du gardien. Vous avez sûrement entendu parler de ça en copropriété, ça prend un responsable des renseignements personnels. Donc, cette obligation-là, je vous l'annonce aujourd'hui, elle est en vigueur depuis le 22 septembre dernier. Donc, ça fait déjà presque un an de ça, d'où, évidemment, notre première présentation le 14 septembre où on discutait de cette obligation-là qui venait en vigueur. Qu'est-ce que nous dit la loi par rapport aux gardiens, aux responsables? Bien, ce qu'on nous dit, c'est que dans un syndicat, la loi prévoit que le responsable de protection des renseignements, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est renseignement personnel en copropriété. Donc, c'est lui vraiment qui est le pilier du syndicat, considérant toutes ces informations-là.
Donc, qui est le gardien en copropriété? Ça, c'est important également de le savoir. Eh bien, ce que la loi prévoit, son article 3.1, donc lorsque je parle de la loi sur le privé, c'est la personne qui a la plus haute autorité. Donc, évidemment, lorsque la loi fait référence à ça, on pense à des grosses entreprises avec des dirigeants où on a effectivement quelqu'un au top de la pyramide. Un syndicat, constitué différemment, vous le savez. Il y a l'Assemblée des copropriétaires, il y a le conseil d'administration. Le conseil d'administration est en fait l'entité qui a la plus haute autorité, qui est l'organe exécutif du syndicat. Donc, lorsqu'on fait référence à cette mention-là dans la loi, personne ayant la plus haute autorité, on fait référence au conseil d'administration. Et depuis le 22 septembre 2022, de facto, si on n'a pas nommé au sein du conseil d'administration un individu pour s'occuper de ce rôle-là, c'est le président qui l'est. Évidemment, vous avez probablement des présidents, secrétaires, vice-présidents dans vos conseils d'administration. Ce sont des titres qui sont plus symboliques que des vrais titres avec des responsabilités. Lorsqu'on est administrateur d'un CA, on l'est à titre égal avec nos confrères et consoeurs dans le conseil d'administration. En fait, le problématique avec ça, c'est que si ça n'a pas été adopté, si votre conseil d'administration n'a pas fait une résolution en bonne et due forme ou en assemblée, en fait, en réunion du conseil d'administration avec un procès verbal qui le note, c'est le président qui, de facto, va être le responsable. Mais la façon de le faire, et qu'on vous suggère de faire dès demain matin si ce n'est pas fait, c'est de vous asseoir. Si vous êtes 3 administrateurs, vous décidez lequel des 3 veut être le responsable en question. Donc, c'est la manière dont il faut fonctionner pour avoir en bonne et due forme un gardien. Et au niveau du gardien, ce n'est pas seulement les administrateurs là, qui peuvent être nommés comme gardiens, mais par contre, on ne recommande pas là, que ce soit un copropriétaire autre qu'un administrateur qui soit nommé le gardien, parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de la copropriété, vous détenez beaucoup de renseignements personnels et le gardien aurait accès à ces renseignements personnels-là. Donc, si vous nommez un copropriétaire qui n'est pas administrateur, c'est donc dire que quelqu'un à l'extérieur du conseil d'administration qui détienne certains renseignements exclusivement pour eux pourrait avoir accès à ces renseignements-là. Donc, ce que nous, on suggère, en fait, c'est soit que ce soit un administrateur ou bien votre gestionnaire. On a vu les deux cas, là, en fait, là, les deux cas de figure que certaines copropriétés ont décidé de nommer le gestionnaire comme étant le gardien. Mais encore une fois, il faut s'assurer qu'il y ait un avenant là, au contrat de gestion pour prévoir que le gestionnaire est le gardien là, des renseignements. Puis lorsqu'on nomme ce gardien-là, ce qui est important de savoir aussi, c'est que la loi nous oblige, à titre de syndicat, de publier l'information sur le site Internet du syndicat. Évidemment, ce n'est pas tous les syndicats qui ont des sites Internet. Plusieurs ont des pages Facebook, par exemple. Plusieurs n'en ont pas. Ce que la loi nous dit, c'est qu'il faut communiquer cette information-là, avoir l'adresse courriel, numéro de téléphone de la personne qui est la responsable pour qu'on puisse s'y adresser. Et je vais en venir au point, je pense, le plus important. C'est quoi que ça fait un gardien? Qu'est-ce que fait le responsable dans le syndicat? Eh bien, sa responsabilité à lui, c'est de jouer, oui, le pilier, mais ce que ça veut dire concrètement, ça va vouloir dire recevoir les demandes des copropriétaires qui vont, eux, vouloir avoir accès à leur dossier, faire des rectifications à leur dossier. Des gens qui pensent qu'il y aurait des incidents de confidentialité, c'est lui le premier répondant et lui en fait, le gérant, le gestionnaire de ces données personnelles-là. Donc, c'est lui qui doit être impliqué dans chacune des décisions relativement aux renseignements personnels. Donc, c'est cette raison-là pour laquelle il faut que, évidemment, les informations soient communiquées à tous et disponibles facilement pour qu'on puisse en faire la demande. Et pour les plus petites copropriétés, là, si vous n'avez pas de plateforme style Upperbee, Condo Manager ou autre, parce que souvent, sur ces plateformes-là, c'est diffusé, en fait, vous avez l'obligation de diffuser les procès, tous les procès verbaux là, en conseil d'administration. Donc, le fait de l'indiquer dans le cadre d'une résolution, vous transmettez le tout avec le nom et l'adresse courriel, ça pourrait être considéré suffisant. Alors, Maître Lasorsa, on a parlé du gardien. Évidemment, ce gardien-là, rôle important dans la copropriété, mais une fois qu'on s'est dit ça, comment il fait, lui, pour évidemment être encadré dans cette gestion-là, parce que c'est un rôle important. Les gens ne savent pas nécessairement quoi faire, comment le faire, de quelle manière, sur quoi il peut se baser pour agir. Oui, en fait, la loi a été faite un peu à l'envers, comme souvent on le voit là. Donc, on a indiqué, OK, à partir de septembre 2022, vous devez avoir un gardien. Et je vous l'annonce si jamais vous ne le savez pas en primaire, qu'à partir du 23 septembre 2023, vous devez avoir une politique qui vient encadrer le rôle et les obligations du gardien. Donc, c'est un peu faire les choses à l'envers, mais bon, vous avez l'opportunité encore, là, il reste 1 mois et quelques jours là, pour vous munir d'une politique de renseignement.
La politique de renseignement, en fait, là, pour nous, c'est comme un peu là, le livre de recettes, c'est-à-dire c'est les étapes à suivre pour un gardien, à savoir, ben, lorsque je reçois une demande d'accès, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds? C'est quoi le délai à laquelle je dois répondre? Est-ce qu'il y a des frais qui sont associés à ça? Donc, votre politique, en gros, là, puis je vais passer chacun des blocs, mais sur le site de l'ASCQ ou des JC légal, vous avez là, une section marquée là, quoi inscrire dans votre politique, là, si je ne me trompe pas, ou c'est un autre titre, mais on a un peu là, les grandes sections. Mais d'abord, la première section que vous devez avoir, c'est le rôle et l'obligation du gardien. Donc, c'est de savoir ben, comment il est nommé, c'est quoi les droits du gardien, les obligations du gardien. Donc, exemple, répondre aux demandes d'accès, assurer que les demandes d'accommodement raisonnable sont mises en place. Ça, on va parler plutôt là, de demandes d'accommodement raisonnable dans le cadre où vous avez une personne là, qui est copropriétaire, qui, par exemple, est sourde ou aveugle ou qui n'a pas les moyens, là, si par exemple, elle est sourde et aveugle, bien, vous devez mettre en place les différents moyens là, pour s'assurer qu'il peut avoir accès aux différents renseignements et d'avoir un accommodement qui est raisonnable. C'est sûr que c'est un grand mot là, pour les syndicats de copropriété, mais c'est ce que la loi prévoit. Donc, dans votre politique, vous devez avoir une section là, prévue pour les accommodements raisonnables. Ensuite, vous devez prendre part, là, pour le gardien, il doit prendre part au conseil d'administration sur le moment où il y a des incidents de confidentialité, de déterminer, bien, est-ce qu'il y a un préjudice, est-ce qu'il y a eu un bris de confidentialité, c'est la première chose à déterminer, mais c'est quoi le préjudice subi? Maintenant, c'est quoi un incident de confidentialité? Parce qu'on le répète là, depuis le début, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Ben, c'est par exemple si vous envoyez un courriel à tous, alors que vous vouliez l'adresser à un copropriétaire et que vous incluez les informations bancaires en disant, ben voici là, le compte est erroné, est-ce que tu peux me donner les nouveaux renseignements bancaires? Puis par mégarde, vous mettez tous vos copropriétaires en CC, en copie conforme. Là, à ce moment-là, c'est bien sûr un incident de confidentialité parce que, non seulement les adresses courriels sont diffusées à tous, mais vous diffusez également les renseignements bancaires de quelqu'un. Donc, à ce moment-là, le gardien doit prendre en charge et doit remplir là, certains documents, notamment là, compléter le registre des bris de confidentialité où, à l'intérieur de ce registre-là, vous avez différentes informations qui doivent être inscrites. Donc, le gouvernement ajoute là, une obligation pour le syndicat de copropriété et un nouveau registre. Ensuite, vous devez également avoir dans le cadre de votre politique une section au niveau de la collecte des renseignements, de dire, ben, c'est quoi les renseignements qu'on collecte et pourquoi le syndicat collecte ces renseignements-là et comment le syndicat collecte ces renseignements-là. Un exemple très facile, c'est au moment de la vente. Lorsqu'il y a un nouveau copropriétaire, ben à ce moment-là, bien sûr, vous obtenez des renseignements personnels, notamment les nouveaux comptes bancaires ou le statut matrimonial du copropriétaire. Donc, tout ça doit être consigné. Donc, on doit dire ben, c'est quoi, comment on le collecte et pourquoi on les collecte au niveau des renseignements personnels. Ensuite, Maître Bombardier en a fait un peu mention là, au niveau de l'inventaire des renseignements personnels. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, on était un peu surpris là, du nombre d'informations personnelles qu'un syndicat de copropriété collecte. C'est plus d'une trentaine qu'on a répertorié au niveau là, des différents syndicats. Donc, vous devez avoir un inventaire qui dit ben, qui a accès à ces renseignements personnels-là. Parce qu'il y a des renseignements personnels qui sont publics. Par exemple, votre acte de vente, ben, c'est un acte qui est public, mais c'est quand même un renseignement personnel. Au niveau là, du syndicat de copropriété, il y a une particularité à savoir que certains des renseignements en vertu de l'article 1070 est accessible à certains copropriétaires, pas à certains, mais aux copropriétaires. Et il y a d'autres renseignements que là, c'est juste le conseil d'administration qui a accès. Exemple de renseignement qu'un copropriétaire peut avoir accès, c'est l'adresse postale là, du copropriétaire, le nom et nom de famille du copropriétaire. Donc, tous y ont accès. Mais au niveau du compte bancaire, ben là, c'est juste le syndicat qui a accès. Je pense qu'il est important également de mentionner, c'est lorsqu'on parle d'accès, on parle d'accès à l'information d'un tiers. C'est-à-dire que moi, si je suis copropriétaire X, je vais avoir l'information de copropriétaire Y. Je ne peux pas avoir n'importe quelle information. Il y a certaines informations qui n'appartiennent qu'au conseil d'administration. Ce sont les seuls qui peuvent avoir accès à ces informations-là. Je donne un exemple. Moi, je suis copropriétaire. Je veux connaître le numéro de téléphone de mon voisin parce que j'ai un conflit avec lui. J'ai envie de l'harceler au téléphone.
Donc, je demande à mon conseil d'administration d'avoir le numéro de téléphone. Le conseil d'administration doit refuser la demande. Exact. Même si c'est une information qui peut être transmise au propriétaire même du numéro de téléphone, c'est lorsque c'est un tiers qui demande cette information-là qu'il faut se poser la question. Est-ce que c'est le conseil d'administration qui a accès ou c'est l'Assemblée des copropriétaires, tous les copropriétaires selon 1070? En fait, la loi ne vient pas ouvrir la porte à ce que les copropriétaires aient accès à plus d'informations qu'ils ont déjà en ce moment. Il faut comprendre que 1070 existe et existera là, même avec l'entrée en vigueur de cette loi-là. Les copropriétaires n'ont pas plus de droits. Ça vient simplement baliser au niveau là, de qui doit avoir accès au renseignement, comment on peut avoir accès à notre propre dossier, parce que la 4e section au niveau là, de la politique, c'est les droits des copropriétaires, c'est-à-dire l'accès au renseignement sur moi et la rectification du renseignement personnel encore sur moi et non sur mon voisin, l'unité 101, par exemple. C'est vraiment toujours un accès par rapport à mon unité à moi, à mes renseignements à moi. Et ensuite, bien sûr, il y a également là, la section sur quel renseignement personnel peut être communiqué. Comme M. Bombardier le mentionnait, la règle, c'est qu'on ne peut pas communiquer des renseignements à des tiers. Il y a des exceptions. Par exemple, votre conseil d'administration embauche l'un de nous à titre d'avocat pour récupérer les sommes. C'est évident que le syndicat va nous transmettre des renseignements personnels, va nous transmettre l'adresse courriel du copropriétaire, va nous transmettre qu'il ne paye pas ses fameux frais de condo. Donc, il y a des moments où le syndicat est autorisé à transmettre des renseignements personnels, si la Cour, par exemple, l'exige. Donc, il y a différentes exceptions, parce que bien sûr, là, il y a la règle principale, mais on a toujours des exceptions. Et ensuite, là, au niveau de la conservation et destruction, comment on le conserve et au niveau de la destruction des renseignements personnels, il faut inscrire un certain délai de conservation de ces renseignements-là. Et finalement, les 2 derniers points, là, par rapport au processus processus en cas d'incident de confidentialité, vous devez avoir dans votre politique les différentes étapes à suivre en cas d'incident de confidentialité. Et finalement, la dernière section, c'est la section des plaintes. C'est à savoir à qui on peut porter plainte. Et justement, Maître Lucas là, va en discuter un peu plus tard là, au niveau là, des conséquences et qu'est-ce que la commission d'accès peut faire. Parce qu'au niveau de la politique, là, le syndicat met en place ça. Mais on a la commission d'accès à l'information qui vient un peu chapeauter maintenant toutes les bris de confidentialité qu'il peut y avoir dans un syndicat de copropriété. D'accord. Donc, on s'est dit, c'est quoi un renseignement personnel? Qu'est-ce que la politique de renseignement personnel? Qui peut s'occuper de ces politiques-là et le gérer? Ma question pour vous, M. Lucas, c'est les politiques en question, comment elles peuvent être adoptées par le syndicat de copropriété? Alors, c'est pas la première politique qu'il y a en copropriété. Pour certains syndicats qui, par exemple, ont des employés, il y a des politiques sur le harcèlement. Ça existe, c'est pas la première fois que l'institution existe. Effectivement, la loi a été modifiée pour ajouter cette obligation de prévoir une politique. La date, c'est pas 23 septembre, c'est 22 septembre, petit détail. J'étais à une journée près. mais effectivement, il n'y a pas de règle imposant de faire affaire avec un professionnel nécessairement pour obtenir une politique, mais en même temps, il n'y a pas de modèle disponible. La commission d'accès à l'information, par exemple, n'a pas bâti un modèle de politique de gestion des renseignements personnels que les syndicats de copropriété pourraient utiliser. Et la plupart du temps, les politiques qu'on voit disponibles, par exemple, sur le site Internet de certaines compagnies, mais elles ne sont pas adaptées. Parce que ce sont des politiques qui s'appliquent à des grosses compagnies ou des politiques qui ne prévoient pas la réalité d'un syndicat de copropriété. Alors, c'est bien souvent des professionnels comme Maître Lasorsa ou Maître Bombardier qui vont pouvoir vous aider à rédiger ce type de politique et à les adapter à la réalité de votre syndicat. Ces politiques-là, ensuite, vont être soumises au conseil d'administration qui va les adopter comme il adopterait une politique, encore une fois, sur le harcèlement au travail ou une politique sur l'inclusion, sauf qu'ici, c'est une politique imposée par une loi.
Donc, c'est le conseil d'administration qui va l'adopter. Maintenant, c'est bien beau d'avoir une politique, mais il faut qu'elle soit communiquée aux copropriétaires. Il faut qu'ils sachent comment sont gérés leurs renseignements personnels, comment sont éventuellement gérées leurs demandes d'accès à leur dossier personnel ou leurs demandes de rectification de leur dossier personnel. Et ben, le forum pour le faire, c'est l'Assemblée des copropriétaires. Assemblée annuelle, pas besoin de convoquer une assemblée spéciale pour discuter de cette politique. Donc, vous adoptez votre politique avant le 22 septembre au conseil d'administration et à l'assemblée générale annuelle qui suit, vous allez soumettre cette politique. Soumettre de quelle façon? Selon nous, il n'y a pas besoin de faire un vote sur ce sujet-là parce que la loi ne prévoit pas, le Code civil du Québec, et encore moins la loi sur le privé, qui ne parle pas spécifiquement des syndicats de copropriété, la loi ne prévoit pas que l'Assemblée des copropriétaires adopte, vote sur la politique. En fait, le conseil d'administration doit rencontrer une obligation que la loi lui donne. Donc, c'est pas pensable que cette obligation dépende du bon vouloir de la majorité des copropriétaires. Par contre, il faut les informer et la meilleure façon de le faire, c'est de présenter cette politique en assemblée, de recueillir éventuellement les commentaires, mais tout en rappelant que c'est le conseil d'administration qui, au final, va avoir le dernier mot pour soit la maintenir telle qu'elle a été adoptée par le conseil, soit l'ajuster en fonction de ces commentaires-là. Donc, oui, un copropriétaire pourrait faire des suggestions de modification, mais ça ne veut pas dire que le conseil d'administration serait lié par ça. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Je vois aussi sur les listes de questions qu'on avait mentionnées dans la présentation. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une politique sur un sujet bien particulier dont on n'a pas encore tout à fait parlé, les caméras de sécurité? Beaucoup d'édifices ont des caméras de sécurité. Parfois, les caméras de sécurité sont un espèce de système vendu avec l'immeuble, où c'est plus tant des caméras de sécurité que une vidéo accessible à tous pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble, qui est à la porte, qui passe dans le couloir du rez-de-chaussée ou dans le couloir du 5e étage. Ce sont des renseignements personnels. L'image est un renseignement personnel. Savoir à quelle heure telle personne se trouvait, avec qui elle se trouvait, oui, c'est un renseignement personnel, et que ça soit accessible à tous, c'est pas tout à fait compatible avec la loi sur le privé. Alors, on a eu plusieurs enjeux, plusieurs dossiers récemment où la question s'est posée, où on a dû bâtir une politique spécifique. Oui, une politique sur la gestion des renseignements personnels, mais aussi une politique sur la gestion des caméras de surveillance, la conservation des images, l'accès aux images, pour le respect des règlements d'immeuble ou tout simplement pour la sécurité, l'administration de l'immeuble. Alors, nous, notre façon de faire, c'est de bâtir une politique séparée de la politique générale pour bien s'adresser à cette question spécifique, pour pas mélanger les genres. Il n'y a rien qui l'impose, mais c'est beaucoup plus simple, à notre avis, de séparer ces deux sujets qui sont, à mon avis, très distincts. La commission d'accès à l'information, on a un petit peu parlé. C'est un petit peu l'organe administratif ou sorte de tribunal administratif, on va dire ça comme ça, qui gère la suite du processus. La suite du processus qui débute d'abord par s'adresser au gardien qui va traiter la plainte, la demande du copropriétaire. D'abord, il y a cette première étape avant de pouvoir s'adresser à la commission, puis ensuite faire part d'une mésentente que la commission va trancher. Et on a vu quelques décisions poindre en copropriété. Alors, des décisions, savoir est-ce que ça s'applique? Est-ce que la loi sur le privé s'applique? Alors, il y a quelques décisions qui sont venues dire, attention, la loi sur le privé ne s'applique que lorsqu'on parle de personnes physiques, pas de personnes morales. Autrement dit, si la personne qui présente la plainte est une personne morale, la loi sur le privé ne s'appliquera pas nécessairement. Ce sera plutôt le Code civil du Québec avec les règles générales qui vont s'appliquer. Puis aussi quelques décisions sur justement la question des caméras de surveillance. À quel point les caméras de surveillance peuvent pointer des copropriétaires, par exemple, qui se trouveraient sur la terrasse
d'un bâtiment, et en particulier sur la piscine d'un bâtiment comme tel. Évidemment, les gens peuvent s'attendre à un petit peu plus d'intimité, un petit peu plus de, disons, de tranquillité en costume de bain en costume de ville. Et puis, les gens peuvent s'attendre à plus d'intimité dans leur espace privé comme tel que dans les espaces purement publics, la rue ou les couloirs. Alors, la commission a donné une réponse et je dirais l'instance qui se trouve encore au-dessus de la commission, puisqu'un recours est possible à la Cour du Québec, est venue dire autre chose. Attention, le syndicat des copropriétaires, oui, est tenu de respecter la loi sur le privé, mais doit quand même administrer son immeuble. Et il doit, par exemple, pouvoir utiliser les images de vidéosurveillance pour prendre sur le fait un copropriétaire qui ne respecte pas le règlement d'immeuble et qui met en danger la sécurité des occupants de l'immeuble. Alors, le même immeuble a donné lieu à deux réponses un petit peu différentes, l'une de la Commission d'accès à l'information et l'autre de la Cour du Québec, qui est venue un petit peu rétablir le tout. Alors, on en a traité dans des actualités juridiques de deux grands prés Joli Cœur. Donc, il ne faut pas partir en peur, j'ai envie de dire, sur la loi sur le privé en disant on ne va plus pouvoir agir. C'est absolument pas le cas. Les copropriétaires ont toujours le droit d'avoir accès au registre par l'article 1070. Le syndicat des copropriétaires a toujours l'obligation de répondre aux demandes des notaires, des courtiers en cas de vente. Par contre, lorsque l'information est strictement personnelle et qu'il n'y a pas de nécessité qui impose de communiquer cette information, elle devrait rester entre les mains du conseil d'administration. Alors, c'est un peu le cadre juridique dans lequel vous évoluez. C'est un cadre qui n'est pas facile. Et le but de la politique, quand elle est bien bâtie, c'est de vous outiller, de vous guider pour vous permettre finalement d'avoir un manuel qui vous permet d'agir dans le contexte, de classer les informations à la bonne place, celles qui sont accessibles à tous, accessibles au conseil, et puis la façon de gérer les plaintes, de vous donner une façon de fonctionner. Alors, une question qui s'est posée, qu'est-ce qui se passe le 23 septembre, donc le lendemain de la journée de la question? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de politique qui est adoptée? Quelle serait la sanction? La sanction serait probablement la possibilité pour un copropriétaire de dire vous êtes en défaut, qu'est-ce que vous faites, où est cette politique, comment vous gérez tous mes renseignements, je suis une personne connue, publique, je suis un acteur, je suis un homme politique et vous détenez des renseignements personnels sur moi qui sont importants. Comment vous gérez ces renseignements-là? La loi vous impose de bâtir une politique. Où est cette politique? Je veux y avoir accès. Par exemple, supposons 23 septembre. Probablement que oui, il y aurait une missive qui serait adressée au conseil d'administration, que le conseil d'administration devrait corriger. S'il ne corrige pas, ce serait probablement la commission d'accès à l'information qui serait la prochaine étape pour ce copropriétaire pour faire part de sa mésentente, de soumettre cet aspect-là avec des pouvoirs d'ordonnance pour la commission d'accès à l'information qui pourrait forcer probablement l'établissement de cette politique. Et si ce n'est pas la commission d'accès à l'information, ce serait éventuellement les pouvoirs généraux de la Cour supérieure pour forcer l'adoption de cette politique. Alors donc, ce n'est pas vraiment une bonne idée que de pelleter en avant, puis de ne pas vous outiller de cette politique alors qu'on est dans les derniers jours là, pour vous munir de cette politique-là. Alors, je ne sais pas où on en est. On en est à 4h30, donc c'est Ah, eh ben, à voilà. 30 minutes parfait. On est prêt à vous parler, donc. Ouvrir les questions. Élargir la table ronde. Exact. Julie, juste savoir, est-ce qu'on a des gens qui posent des questions, les mains levées? Pour l'instant, on n'a pas de main levée, on Ok. a seulement... Ah, bon, on a une main levée. Bon, ça, je le dire. Mais on a d'abord des questions écrites. Okay. Allons-y alternativement. Parfait. Donc, la première est de Chantal. Est-ce qu'on peut décider en assemblée des copropriétaires que les adresses courriels et les numéros de téléphone peuvent être divulgués aux autres copropriétaires? Par exemple, nous communiquons entre nous par courriel, dont toutes les adresses sont connues de tous. Un renseignement personnel, vous avez le choix
comme détenteur de votre renseignement de dire ça va devenir un renseignement public. Donc, rien ne vous interdit de consentir à ce que votre renseignement soit accessible à tous. D'ailleurs, l'article 1070 du Code civil du Québec dit « Voici tous les documents qui sont accessibles à tous les copropriétaires, documents ou informations, et tout autre renseignement personnel si le copropriétaire y consent expressément. » Donc, il n'y a rien qui interdirait, par exemple, en assemblée de dire moi, je suis d'accord à ce que telle adresse courriel, qui peut être une des 5 adresses courriels que je possède, ça peut être une adresse courriel parmi toutes celles que je possède, celle-ci, oui, je vais accepter de la divulguer, et voici, je signe pour accepter ceci. Donc, c'est pas tant une décision de l'Assemblée, à mon avis, c'est plus une décision de la personne comme telle qui consent à ce que telle adresse courriel soit disponible. Et encore une fois, on peut générer une adresse courriel spécifique aux communications de la copropriété, puis avoir une adresse courriel séparée pour sa vie autre. Là. Mais, ouais. Non, mais Lucas, je peux peut-être juste ajouter un point relativement à ça. En fait, je pense que également la question de madame, c'est savoir si, par exemple, comme la plupart des décisions en copropriété se prennent à 50% plus 1, est-ce qu'on pourrait modifier le règlement pour forcer quelqu'un qui, lui, n'a pas donné son consentement express, mettre à la déclaration tout copropriétaire donne leur consentement? Est-ce que ça serait valide, ça? Moi, je ne pense pas. On peut imposer à un copropriétaire de fournir une adresse courriel pour que le conseil d'administration communique avec lui, lui envoie les avis de convocation, lui envoie les avis de cotisation. Toute communication se fasse par le conseil d'administration avec le copropriétaire. Ça, oui, le copropriétaire ne peut pas refuser ça parce que le règlement d'immeuble prévoirait que le copropriétaire doit fournir cette adresse courriel. Maintenant que cette adresse courriel se rende du conseil d'administration accessible au seul conseil d'administration et au gestionnaire, à tous les copropriétaires, incluant celui qui a des plaintes à formuler contre la personne ou veut lui écrire à 23 heures du soir pour se plaindre que elle fait du bruit ou en tout cas, bref, autre chose. Non, je pense pas. Je pense que ça prend un consentement. Maintenant, encore une fois, il y a adresse courriel et adresse courriel. Il y a des adresses courriel de plus ou moins spam, puis des adresses courriel de plus ou moins ma réelle adresse courriel. Alors, il y a une certaine mesure, à mon avis, qui est possible de ce côté-là aussi. Mais non, je ne pense pas que l'Assemblée à 50% puisse forcer. Donc, on va continuer avec la deuxième question. Ensuite, on va passer aux mains levées. Nous sommes une copropriété de 4 unités et le CA est composé de 3 des 4 copropriétaires. Il me semble qu'une politique de gestion des renseignements personnels alourdit la tâche des administrateurs. Oui, mais malheureusement, la loi ne fait pas de distinction entre les petites, moyennes ou grosses copropriétés, que vous soyez la Tour des Canadiens ou bien un immeuble à 4 unités. Malheureusement, vous devez adopter cette politique-là. C'est la seule réponse là, intelligente que je pourrais vous dire. C'est sûr que est-ce que ça l'alourdit? Ben, en fait, ça l'alourdit parce que vous devez vous munir d'une politique. Mais dans la gestion, le day-to-day, là, comme on dit, il n'y a pas forcément là, ça ne va pas alourdir vos tâches. C'est vraiment juste le fait que vous devez bâtir une politique. Ben, en fait, on pourrait commencer par rappeler que vous soyez une copropriété comme la mienne, celle qui fut la mienne parce que je ne suis plus en copropriété, mais de 3, vous avez quand même l'obligation d'avoir un compte bancaire, d'être assuré, de vous enregistrer au registre des entreprises du Québec, de nommer un conseil d'administration. À partir du moment où vous êtes une entreprise, malheureusement, la loi ne fait pas de distinction. Maintenant, est-ce que cette politique a besoin de faire 150 pages et ressembler à la politique de gestion des renseignements personnels de Microsoft? Non. Vous pouvez faire simple lorsque vous êtes finalement en situation assez simple, mais vous êtes tenu de vous munir de cette politique. Qui viendra s'en plaindre? Ben, si vous êtes 4 et vous entendez pour ne pas le faire, je ne pense pas qu'il y a personne qui va s'en plaindre, jusqu'à ce que vienne une personne qui éventuellement pourrait s'en plaindre. Donc, en réalité, c'est à vous de gérer ce risque-là, mais légalement, vous vous placez en infraction à partir du 23 septembre prochain si vous n'adoptez pas cette politique. Parfait. Donc, je vais donner la parole à un premier utilisateur. Donc, je dis utilisateur puisque le nom est utilisateur de Zoom.
Je pense que vous allez savoir qui Vous ne vous voulez êtes. pas donner ces renseignements. Ouais, c'est ça. Je peux pas l'identifier. Exactement. Donc, je vais vous donner la parole. Vous pouvez activer votre micro de votre côté. Bonjour, on vous entend. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour, j'aimerais savoir si c'est le gardien seul qui a accès aux informations et aux renseignements personnels ou si à l'intérieur d'un syndicat de copropriété, un membre du CA pourrait être le gardien et que le gestionnaire ait accès aussi aux informations personnelles. Ben, en fait, le conseil d'administration a accès à tous les renseignements personnels. Le gardien vient chapeauter là, les demandes d'accès, les demandes de rectification en cas d'incident. Donc, le conseil, ça ne vient pas enlever des pouvoirs au conseil d'administration parce que les administrateurs ont en fait le devoir d'être informés des différents, par exemple, par exemple, des charges communes qui sont dues. C'est un renseignement qui est personnel, mais les administrateurs ont l'obligation de le savoir parce qu'ils doivent appliquer la déclaration de copropriété. Donc, le fait qu'il y ait un gardien, les autres administrateurs ont toujours accès aux renseignements personnels. Parce que Merci. le but, c'est on prend ces renseignements personnels pour accomplir l'objet du syndicat. L'objet du syndicat, c'est d'entretenir la bâtisse, faire des travaux, collecter les copropriétaires. Donc, oui, le gardien est là pour gérer, s'assurer, superviser la façon dont les renseignements personnels sont gardés, traités, communiqués. Mais c'est sûr que si le gestionnaire a besoin de l'information de X, Y copropriétaire pour aller collecter le copropriétaire, il va y avoir accès. Puis d'ailleurs, cette exception-là est prévue dans la loi. Il y a la possibilité de fournir de l'information pour l'exécution de mandats pour la réalisation de l'objet de la personne morale. Donc, oui, le gestionnaire, dans ce cas-ci, aurait accès. Alors, nous avons ensuite une question de Maria. Un des bris de confidentialité les plus courants des CA est celui d'écrire aux copropriétaires en mettant toutes les adresses courriels des copropriétaires en CC. Que doit faire le CA s'il se fait reprocher ce bris de confidentialité? Bon, alors, supposons, pour complexifier la question, on est au 23 septembre et on convoque une assemblée des copropriétaires pour se tenir en octobre. Et là, on met tout le monde en copie non cachée avec toutes sortes d'adresses courriels et on prend pour acquis que les gens n'ont pas consenti à ce que leur adresse courriel soit connue de tous ou communiquée à tous. Ben, on ne peut pas faire machine à rien. Malheureusement, l'information, elle est là, elle est divulguée, elle est connue. C'est donc un incident, un bris de confidentialité. Alors, l'information, une fois qu'elle est divulguée, ben, on ne peut pas remettre le tout dans la boîte. Là, c'est sorti, la boîte de Pandore est ouverte. Donc, en fait, la loi va nous dire, c'est ça que la politique va venir encadrer, comment, et c'est la politique qui doit le définir, comment vous allez traiter ce bris de confidentialité. Les principes à retenir, c'est qu'il faut atténuer le préjudice. Donc, par exemple, ça va être de dire, n'utilisez pas cette adresse, n'utilisez pas ce courriel, veuillez détruire ce courriel. Première mesure à prendre. Certains vont le faire, certains ne vont pas le faire. Mais au moins, sur ceux qui l'auront fait, vous aurez tenté de diminuer le préjudice parce que ces personnes-là n'auront plus ce courriel. Bien sûr, ce courriel-là doit être envoyé avec copie cachée, là, de juste pas réenvoyer en copie. Ne faisons pas deux fois les Exact, c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, on vous demande de ne pas utiliser les adresses courriel pour communiquer avec les copropriétaires. Si vous le faites, vous commettrez une infraction, puis éventuellement, vous vous exposerez à ce que le syndicat agisse à votre égard. Et par la suite, c'est de mettre en place des procédures pour que cette erreur-là ne se répète pas. On a commis une erreur, mais on va changer la façon de convoquer les assemblées de copropriétaires et s'assurer que ça ne se reproduise pas. Par exemple, un système automatique qui fait que lorsqu'on génère un courriel dans la boîte courriel du syndicat, automatiquement, les adresses courriel apparaissent en copie cachée.
que ça nous mette une fonctionnalité informatique pour empêcher qu'on rajoute un trop grand nombre de copropriétaires dans les copies non cachées. Ça pourrait être des solutions techniques comme ça si elles sont possibles, ou de mettre en place une procédure qui rappelle les étapes à accomplir quand on prépare l'avis de convocation, des instructions formelles écrites au gestionnaire pour lui rappeler que c'est un bris de confidentialité, qu'on s'attend à ce que cette erreur ne se reproduise pas, que si cette erreur se produisait, on pourrait considérer que c'est une infraction à son contrat de gestion, puis on se réserve la possibilité de mettre fin à son contrat de gestion. Montrez que vous faites quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Et puis c'est tout. Vous pouvez pas prendre grand d'autres mesures pour défaire ce qui a été fait qu'on peut pas défaire. Mais est-ce que la commission doit être informée dans une situation de ce type-là? Ben, excellente question. Moi, je pense que la loi, si je ne me trompe pas, c'est vous un petit peu les spécialistes, mais si la loi dit la commission doit être informée des bris de confidentialité ou des incidents qui ont trait à ça, s'il y a un préjudice important. Alors, est-ce que le fait de communiquer l'adresse courriel d'un copropriétaire est un préjudice important? Pour l'instant, les bris de confidentialité qu'on voit publiés sur le site de la commission, qui donnent des avis à cet égard, ce sont des grosses compagnies, c'est des gros incidents avec beaucoup de personnes concernées. Le petit syndicat de copropriété, pas nécessairement. Maintenant, il peut y avoir du monde très, très connu dans un syndicat de copropriété. Il peut y avoir de l'information personnelle de quelqu'un qui ne doit absolument pas avoir ces informations personnelles connues. Il y a du personnel parfois politique qui réside là, parfois des juges qui résident dans des copropriétés. Alors, c'est pas nécessairement souhaitable que ces personnes aient leur adresse courriel connue sur la place publique, parce qu'il peut y avoir des gens qui veuillent communiquer avec eux de cette façon-là. Parce que le préjudice sérieux est vraiment en fonction de aussi quel renseignement personnel a été communiqué à tous. L'adresse courriel versus, par exemple, votre numéro d'assurance sociale, parce que ça peut arriver que les syndicats aient votre numéro d'assurance sociale, les employés du syndicat notamment. Bien, c'est sûr que l'impact que son adresse courriel soit partagée versus le numéro d'assurance sociale, bien, il y a vraiment un préjudice qui est différent. Le numéro d'assurance sociale est vraiment quelque chose de beaucoup plus, je dirais plus personnel, mais plus qui peut faire des dommages au niveau de voler l'identité, alors que l'adresse courriel, à part s'inscrire à des publicsacs ou autre chose, là, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Et la dernière chose que le conseil d'administration doit faire, en plus de tout ça, mais en fait, je dis le conseil d'administration, mais c'est le responsable, le gardien, il doit inscrire dans le registre des incidents de bris de confidentialité. Donc, c'est une autre étape qu'il faut faire, un autre registre encore. Mais l'objectif derrière ça, évidemment, c'est de garder une trace de ce qui s'est passé et de voir ce que le conseil d'administration a fait. Ça peut vous servir dans 2 ans si quelqu'un se voit frauder avec le courriel qui a été transmis à tout le monde. Bien, vous avez une trace de la problématique qu'il y a eu, le moment où la problématique est survenue, mais surtout ce que vous avez fait pour essayer de prévenir la problématique. Donc, ça peut autant protéger les gens que protéger vous à titre de conseil d'administration. Oui, ça donne aussi une historique de ce qui a été fait, parce que, comme on l'a dit, le gardien, c'est au départ, normalement, un membre du conseil d'administration. Comme les membres du conseil d'administration peuvent être appelés à changer, peut-être que celui qui avait l'historique de « oui, j'ai géré les renseignements personnels pendant 3 ans parce que j'étais président du conseil d'administration ou j'étais secrétaire du conseil d'administration puis j'avais le goût de le faire », cesse ce mandat parce qu'il vend, par exemple, donc qui n'est plus dans la copropriété, ben, au moins avec ce registre des incidents, on sait ce qui s'est passé dans le passé et on est peut-être en mesure de voir à ne pas réitérer les mêmes erreurs. Et il ne faut pas oublier non plus d'aviser la personne que le renseignement a été là, partagé. Par exemple, vous avez partagé le compte bancaire de quelqu'un et cette personne-là doit être avisée de la situation. On doit dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les mesures qui ont été prises, les circonstances. Donc, il doit y avoir un avis qui est envoyé aux personnes concernées par l'incident. Oui, parce qu'on présume l'hypothèse du courriel envoyé à tous. Ça, c'est facile, tout le monde est au courant qu'on vient de diffuser ça à ce point, mais le compte bancaire, pas nécessairement comme tel, ou le numéro de NAS, pas nécessairement comme tel, la personne n'est pas forcément informée. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est beaucoup de matériel, mais c'est l'objectif de la politique. C'est tout ce qu'on vient de dire est prévu dans une politique bien rédigée. Donc, c'est ça l'objectif même de cette politique-là.
Donc, juste à titre informatif, il y a encore une vingtaine de questions. Non, Et très 15, bien. et 15 minutes. OK, donc on va essayer de faire des réponses courtes. Courtes et concises. Oui ou non. Prochaine question de Lise. Devons-nous remettre une copie de la politique? Oui. Oui. Prochaine question de Marc. Le syndicat convoque une assemblée générale ou spéciale. Le fait d'enregistrer par vidéo et audio par une firme spécialisée la séance est-il autorisé? Est-ce que ça contrevient à la loi? Sinon légal, qu'est-ce qui doit être fait pour que ce soit légal? Exemple, le mentionner de façon expresse dans l'avis de convocation pour que les copropriétaires en soient avisés à l'avance ou le dire au début de l'assemblée. Bon, en fait, il faut le dire là, que c'est enregistré, on ne peut pas le cacher que c'est enregistré. Parce qu'au niveau des enregistrements des conversations, techniquement, on peut enregistrer une conversation entre. On peut enregistrer si on fait partie de la conversation, vous enregistrez en audience, comme on dit. Là, vous devez aviser tout le monde. Je vais raffiner sur la question, mais la loi permet de tenir les assemblées de manière virtuelle. C'est inscrit dans la loi, ça a été modifié récemment, tenir les conseils d'administration de manière virtuelle. Donc, que l'assemblée se tienne sur Zoom, c'est pas un problème. Et c'est pas parce qu'on capte l'image que pour autant il y a une atteinte au renseignement personnel. Le point, c'est l'enregistrement. Et qu'est-ce qu'on fait de l'enregistrement? Si on prend l'enregistrement et qu'on le conserve dans les registres du syndicat et qu'on le détruit une fois qu'on a rédigé notre procès-verbal, il n'y a pas grand problème parce que ça va être éphémère et c'est uniquement à titre de note. Et bien souvent, dans les plateformes spécialisées qui le font, on va demander aux gens, on leur notifie que l'assemblée est enregistrée et il y a un consentement même qui est donné quand ils participent à la rencontre. Et je veux dire, à certains égards, qu'est-ce qui est différent? Capter l'image à distance ou capter l'image dans une salle, rien. Ce qui est le problème, c'est l'enregistrement. Et encore une fois, l'enregistrement est gardé pour des fins spécifiques et de manière très éphémère. Je pense que c'est le point important, c'est l'objet même de l'enregistrement tel quel. C'est-à-dire que s'il est enregistré pour communication à des tiers, effectivement, c'est pas légitime. Mais là, l'objet même du syndicat, ben, il doit tenir compte de ce qui s'est passé en assemblée, de faire un procès-verbal. C'est une obligation. Donc, pour faciliter cet objet-là, on prend un enregistrement, qu'on garde le temps de la rédaction, tout simplement. Alors, donc, question de René. Doit-on faire signer le copropriétaire lors de la collecte de données autorisant le CA d'agir? Non, parce qu'en fait, la loi prévoit que le CA peut collecter de l'information pour des fins là, spécifiques et le fait qu'un copropriétaire vous donne son renseignement, c'est un consentement là, qui est explicite. Là, il n'y a pas besoin de signer parce qu'il le donne de lui-même. Le responsable PRP doit donc donner son adresse courriel personnelle, car pour rejoindre le syndicat, il n'y a qu'une adresse courriel. Ben, en fait, le gardien, j'imagine, le gardien, il doit avoir une adresse courriel. Ça peut être en fait, c'est une adresse courriel, il faut que ce soit créé à cet objet-là. Ça peut ou ça peut ne pas, mais beaucoup font des adresses courriel dédiées, donc accès à l'information syndicatdesbleuets.com, c'est tout, et ça redirige vers la personne en charge. C'est tout. Est-il possible de demander des renseignements tels que assurance et copie de bail? Ça, c'est nécessaire d'avoir la copie l'information sur le locataire de l'unité. Donc, l'information est déjà imposée par la loi. Avoir la copie du bail, ça semble être nécessaire, notamment pour exercer les droits du syndicat qui a le droit, en cas d'infraction importante, à demander la résiliation du bail. Donc, bien souvent, dans les règlements d'immeuble, on exige de recevoir la copie du bail et même de recevoir la copie des polices d'assurance. Même chose en cas de sinistre. Encore faut-il avoir la copie de la police d'assurance en cas de sinistre pour pouvoir déclarer à l'assureur du copropriétaire concerné. Donc, c'est tout à fait légitime, tout à fait dans l'objet du syndicat de le faire et c'est tout à fait normal de l'inscrire dans un règlement d'immeuble. Donc, une personne ne pourrait pas refuser ou s'objecter à cette obligation inscrite dans le règlement d'immeuble sous prétexte que c'est supposément des renseignements personnels. À la rigueur, si on veut cacher le montant des loyers, on peut le faire. Ça
C'est pas ça qui est important pour le syndicat. Mais savoir qui est l'assureur, parfait. Connaître le montant de la prime payée à l'assureur, ça n'a pas d'importance. Donc, il y a des choses qui peuvent être biffées si le propriétaire le souhaite, mais l'information essentielle doit être là. Parfait. Donc, j'ai une main levée de Daniel. Donc, vous pouvez activer votre micro. Donc, Madame Danielle Dubé, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Sinon, Julien, on peut On va tenter. passer à la prochaine question, oui, à la prochaine main levée. Donc, j'ai une main levée de Carl Philippe. Vous pouvez activer votre micro. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, merci pour ce que vous faites. Je suis nouvel administrateur puis j'en apprends beaucoup. Donc, merci premièrement. Petite question, notre prochaine assemblée est due dans 10 mois. Donc, je me demandais si on pouvait faire une politique informelle et la communiquer par courriel, puis après l'adopter à notre prochaine assemblée de copropriété. En fait, la politique n'a pas besoin d'être votée ou n'a pas besoin d'être votée en assemblée. Donc, vous préparez votre politique, vous la transmettez là, au copropriétaire et lors de votre assemblée dans 10 mois, bien, vous la présentez là, tout simplement puisqu'il s'agit d'une obligation de la loi. Merci. De rien. Donc, j'ai une autre main levée de Hubert. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour. Mon nom est Hubert Miron. Donc, je reviens à l'enregistrement d'une assemblée générale annuelle. Est-ce que ce serait de bonne loi de conserver l'enregistrement 91 jours, sachant qu'après 90 jours, un copropriétaire ne peut plus porter plainte ou quoi que ce soit? Bon, ben, c'est ce qu'on fait en général, c'est qu'on attend l'expiration du délai de contestation pour détruire l'enregistrement. Donc, oui, c'est de bonne loi, je pense. Merci beaucoup. Merci. Alors, ensuite, donc, cette question-là, on l'a déjà faite. Est-ce que les huissiers ont droit à un numéro de téléphone d'un copropriétaire ou résident? Bien, ça, c'est une excellente question. En fait, techniquement, si le huissier n'a pas une ordonnance de la Cour, je vois très mal comment un administrateur pourrait communiquer un renseignement personnel à moins d'avoir eu l'autorisation de la personne, là, mais c'est toujours un peu délicat. Ça dépend comment le huissier se présente également, là, parce que des fois, les huissiers contactent là, directement par téléphone. Donc, est-ce qu'on peut vraiment confirmer que c'est un huissier? Donc, il y a toute cette notion-là au niveau là, du... C'est que le huissier, dans le fond, il a généralement pour fonction de délivrer un document ou alors de procéder à des mesures d'exécution. Et le but de demander le numéro de téléphone, c'est de s'assurer du lieu où se trouve la personne à qui il doit remettre le document, dans le but que la personne puisse faire valoir ses observations sur le document. Donc, le but, c'est pas d'enquêter de quelque façon que ce soit sur la personne, c'est vraiment de lui remettre le document qui lui revient pour qu'elle puisse faire valoir ses droits. Donc, ne pas collaborer avec l'huissier, c'est pas la meilleure des idées, je crois. Et je ne pense pas que la personne qui fournirait le numéro de téléphone se verrait reprocher par la Cour de l'avoir fait pour simplement collaborer au fonctionnement de la justice. Je veux dire, au-delà de tout ce qu'on dit là, il faut quand même appliquer un petit peu de bon sens, puis de jugeote. Si c'est pour que le pli soit laissé dans une porte au bas d'une porte où la personne ne réside pas, ce n'est pas dans son intérêt. Alors, si vous voulez parfaitement vous prémunir, vous dites, vous assurez que la personne soit d'accord au préalable, vous prévenez, vous demandez à la personne de communiquer avec l'huissier, c'est peut-être le plus simple. Mais c'est ça. Oui, puis vous assurez que la personne est vraiment le huissier, celui qui vous appelle là, pour obtenir maintenant, est-ce que la loi, est-ce que la loi sur les huissiers autorise à obtenir ces informations? L'huissier, s'il veut signifier, il peut signifier à la dernière adresse connue, puis la procédure va suivre son cours sans que le propriétaire en soit informé, par exemple.
S'il veut procéder à des mesures d'exécution, ben, il obtiendra des autorisations de la Cour pour obtenir de l'information, c'est tout. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, la prochaine question est de savoir si un locataire d'un condo peut être gestionnaire ou si c'est seulement les propriétaires comme gardiens sur les renseignements personnels. Donc, en fait, vous demandez si un locataire peut être un gardien. Ben, en fait, la question, c'est est-ce qu'un locataire peut être un administrateur? Puisqu'un administrateur peut être, et sera le gardien, ou pourra être le gardien. La déclaration c'est le ça. prévoit. Et la plupart des déclarations le prévoient. Ça serait du mal, ça. C'est-à-dire que la déclaration va dire un administrateur est un copropriétaire ou peut ne pas être un copropriétaire. Il y a deux formulations. Et donc, si c'est marqué un administrateur peut ne pas être un copropriétaire, ben, ça peut être comme de fait un locataire qui va se faire élire sur le conseil d'administration. Tout le monde va être d'accord en sachant qu'il n'est pas copropriétaire. Ben là, il sera éventuellement gardien. Suite à un webinaire offert par notre gestionnaire, doit-on vraiment passer par un programme délivré par une entreprise d'avocats ou pouvons-nous utiliser le Workspace de Google encrypté ou Proton? Vous voulez utiliser le chat, que oui. même l'utilisation du type Condo Web et Condo Manager était à proscrire. Ouais. Peut-être de soit lever la main ou reformuler votre question parce que je ne suis pas sûre de comprendre. Et je pense que la question, c'est peut-être sur le fait que les sites web où l'information est déposée doivent assurer la protection des renseignements qui sont mis dessus. Et par conséquent, on ne devrait pas utiliser les logiciels des gestionnaires de copropriété ou les logiciels disponibles pour déposer l'information. La loi ne vous impose pas de faire affaire avec tel ou tel fournisseur de logiciels. Elle vous impose juste de prendre les mesures nécessaires pour que ça soit bien protégé. Mais la protection, aucune protection n'est absolue. C'est juste que ça va éventuellement amener un bris de confidentialité, puis éventuellement vous devrez vous ajuster, puis éventuellement vous devrez renforcer les protections. Mais je pense qu'il faut arrêter de partir en peur, puis croire que vous devez faire affaire avec un logiciel de la NSA pour protéger vos informations de copropriétaires. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas qui ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Il y en a un peu. On le partage. Alors, la prochaine question, pour les caméras de surveillance, est-ce que le responsable de la confidentialité doit ou peut valider la raison d'une demande de visionnement des caméras avant que des membres du CA ou gestionnaire puissent procéder? Ben, en fait, le visionnement, là, puis dans le cadre d'une politique, ça vient l'établir là, au niveau de la politique du vidéo de surveillance. En fait, vous avez deux types de visionnement, en temps réel ou en temps différé. En temps réel, ben, ça peut être indiqué qui ça peut être. Donc, habituellement, on met administrateur, concierge, gardien de sécurité. Bien sûr, il faut que ce soit dans un local là, qui est approprié pour qu'on conserve là, au niveau de l'image et que pas tout le monde qui peut voir toutes les caméras. Mais quand c'est en différé, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'une personne en particulier soit là, celui qui visionne les caméras. Une prochaine question, peut-on conclure que le nom, le prénom d'un copropriétaire, le numéro d'appartement ne sont pas des renseignements personnels privés au sens de la loi 25, vu que publiés sur le rôle d'évaluation municipale? Ben, en fait, c'est un renseignement personnel, mais qui est dans un registre de copropriété et qui est même public quand vous avez l'acte de vente. Mais donc, oui, c'est un renseignement personnel, mais qui est accessible à beaucoup de monde. Oui, puis c'est un renseignement qui est accessible par demande d'accès au registre. Les noms des copropriétaires, l'adresse des copropriétaires fait partie de l'information qu'un copropriétaire peut avoir par demande d'accès au registre. Donc, un, c'est public, c'est facile de l'avoir, et deux, c'est accessible par le registre. Donc, oui, c'est de l'information, mais comme de fait, elle est sur la place publique. Le nom et coordonnées pour rejoindre des occupants d'une unité en cas d'urgence peut-il être retiré du fichier? La question, ce serait quel fichier? En fait, si c'est le registre, la copropriété, est-ce que ça peut être retiré d'un occupant?
Mais en fait, le nom de l'occupant est dans le registre de la copropriété, si je ne me trompe pas, Normalement, il doit mais l'être. pas le numéro de téléphone. C'est parce que le fichier que la personne va prendre parce que ça coule au 4e étage et puis il faut communiquer avec les personnes du 4e étage, ça, ce fichier-là, il doit être accessible à la personne en urgence, il doit avoir les contacts pour communiquer avec la personne. On peut le retirer. Maintenant, ce fichier-là ne doit pas se retrouver entre les mains de la personne du 3e. Ça doit être entre les mains de la personne qui gère la bâtie. Exact. Voilà. Est-ce qu'on peut nommer un copropriétaire dans un PV du CA? Ou est-ce qu'il faut mettre un X à la place du nom de la personne? Ben, j'imagine qu'on réfère à quelqu'un qui pose problème ou qui est un enjeu, mais qui n'est pas sur le CA, parce que s'il est sur le CA, et son nom est forcément là. C'est un copropriétaire qui n'est pas dans le CA. Là, on veut dire, Madame Tremblay a un problème avec Madame Lavigne, et puis c'est la question que vous vous posez. Est-ce qu'on doit marquer Lavigne et Tremblay? Normalement, vous diffusez le procès-verbal des décisions rendues. C'est ça que la loi vous impose de faire. Donc, vous devez dire, voici la décision qui est prise. Donc, par exemple, si vous prenez la décision de mandater Maître Lasorsa, vous envoyez une lettre de mise en demeure à Madame Lavigne parce qu'elle pose un problème à Madame Tremblay, vous allez devoir mentionner que vous donnez mandat à Maître Lasorsa pour adresser une mise en demeure au propriétaire de l'unité 303. Bon, et puis tout le monde pourra savoir que c'est Madame, je ne sais plus ce que j'ai dit, la Madame. Bon, mais par contre, si vous discutez en conseil d'administration et vous dites, il y a un problème, il faudrait qu'on l'adresse, oui, c'est bien effrayant, etc. Vous en discutez, mais vous ne prenez aucune décision, je ne vois pas la nécessité de diffuser ça à tout le monde. Il n'y a rien. Personne n'a à savoir que vous faites finalement décider pour l'instant de ne pas décider, vous décidez de ne pas dépenser d'argent. Là où ça devient intéressant, c'est que et là où les copropriétaires doivent savoir, c'est que vous mandatez un avocat. Et donc, il va y avoir de l'argent d'engagé et qu'il y a un enjeu. Oui, donc, puis de toute façon, le procès verbal de conseil d'administration n'est pas un verbatim. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce que vous dites. Lorsque les notaires, courtiers immobiliers ou hypothécaires nous demandent des informations sur l'unité d'un propriétaire vendeur, devons-nous obtenir le consentement du vendeur avant de transmettre des informations? On nous demande souvent les procès-verbaux des assemblées qui contiennent des informations quand même sensibles sur des discussions, des personnes impliquées, etc. En fait, la loi vous oblige à collaborer là, au niveau là, de la vente d'une unité. Donc, vous n'avez pas d'autre choix vraiment que de répondre là, au niveau là, du courtier, au niveau du notaire. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de partager les documents si on vous demande. Là. En avisant, si je me souviens bien, 1068.1 ou 2, là, dans ces eaux-là. Je n'ai pas le code civil sous les yeux, là. Mais qui mentionne qu'on doit... On doit aviser la personne que l'information a été divulguée. Par ailleurs, si la personne transige avec un courtier comme tel, il y a un consentement qui a été donné par le vendeur. Ça c'est oui, mais il n'y aura pas le consentement de, je sais pas, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la transaction immobilière. Mais ça fait encore une fois partie du registre de copropriété, les procès-verbaux. Donc, c'est accessible à tous les copropriétaires. Donc, il n'y a pas grande différence entre le copropriétaire qui prend les procès-verbaux auxquels il a déjà accès, qui les remet à son acheteur, qu'un courtier qui demande la même information directement auprès du conseil d'administration. Dites-vous, cette chose-là, ça revient au même dans le fond. C'est dans le registre de copropriété ce qui est là. Par contre, vous n'avez pas à divulguer les autres informations qui ne sont pas d'emblée dans le registre de copropriété. C'est ça. Donc, on va peut-être finir avec une dernière main levée. Je vois qu'il y a beaucoup de questions écrites qui se sont rajoutées. Malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra répondre à toutes les réponses, mais on a un service de consultation de 15 minutes qui est gratuit sur notre site web. Donc, si jamais vous voulez nous poser vos questions personnellement, il nous fera plaisir d'y répondre. Donc, la dernière main levée sera pour Denise. Vous pouvez activer votre micro. Je vois que votre micro est activé, vous pouvez parler. Et il y a également là, la SCQ là, qui a un programme, là, je rencontre mon avocat, je rencontre mon notaire. Donc, vous
pouvez y avoir accès en étant membre, là, si je ne me trompe pas. Ça aussi, c'est une façon là, de pouvoir consulter un avocat, c'est par Zoom ou par Teams, puis vous avez accès à l'avocat à un moment précis, bien sûr. Maître Lucas l'a déjà fait, je l'ai déjà fait, Maître Bombardier l'a déjà fait. Donc, on est tous vaccinés. Exactement, on y a tous passé. Donc, vous avez juste à poser vos questions aussi, c'est l'autre façon. Nos collègues notaires aussi le font. Donc, Exact. et pas juste de notre bureau. Donc. Exact, il y a même des collègues de d'autres bureaux, effectivement. Je pense que cette semaine, c'est Maître Gendron. Oui, c'est Maître Gendron, cette semaine. Voilà. Alors, en fait, Maître Gendron, c'était hier. Ah, bon, voilà. On s'explique. Donc, il y en a un prochain qui s'en vient. Oui, mais je rencontre mon avocat, donc c'est toutes les semaines. Ah, voilà. Donc, la semaine prochaine, vous pourrez y aller. Donc, Denise, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je vois que votre micro est activé. Sinon, on peut peut-être prendre une dernière question écrite pour Parfait. clore. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, j'ai une question de Nicole. Le fait de rendre public à l'Assemblée des copropriétaires les numéros de condos qui n'ont pas fourni une copie à jour de leur contrat d'assurance, est-ce que ça irait à l'encontre de la loi? Ça, c'est comme indiquer qui n'a pas payé ses charges communes. C'est ça. Ben, qui a payé ses charges communes, à mon avis, c'est possible de le faire parce que ça a une incidence sur les droits de vote, ça a une incidence sur d'autres choses, par exemple l'élection au conseil d'administration, parce qu'on ne peut pas élire quelqu'un qui ne paye pas ses frais de condo comme tel, ou ça doit faire partie de ce que les gens vont considérer avant de voter pour quelqu'un, c'est sûr. Mais informer qui n'a pas fourni sa police, je ne vois pas la nécessité de le faire, leur demander de le faire et officiellement de les aviser en direct qu'ils sont en défaut de remplir cette obligation. Oui, mais le mentionner lors de l'Assemblée, je ne vois pas trop l'utilité. Ça peut se faire là, via un courriel individuel. Je ne vois pas trop l'utilité. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre grande participation et on vous souhaite une belle fin de soirée. Merci.